Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. Nous sommes vendredi et c'est jour de sortie du nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Moi c'est Seb et je suis donc ravi de vous accompagner pour un nouvel épisode du podcast avec aujourd'hui encore un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je voulais revenir sur la semaine écoulée dans laquelle j'ai mis en pratique les conseils récupération de Fabrice et Xavier, mes deux invités de l'épisode 82, qui semble-t-il vous ont plu. Ces conseils, les invités, le format de l'épisode relativement dynamique avec cet échange à trois voix, c'est quelque chose que je retenterai parce que vous avez été nombreux à me faire des retours sur l'épisode de vendredi dernier. Alors quand je dis que j'ai mis en pratique cette récupération, c'est que j'ai dû aller faire un saut chez mon ostéo pour un petit blocage à la hanche qui, si vous m'avez suivi sur les réseaux, a occasionné un petit déplacement de cette douleur en direction des lombaires. Et peut-être que lundi, je me suis emballé un petit peu vite en disant que la séance d'ostéo n'avait rien fait, puisqu'après avoir réalisé cette séance en alternant marche et course, je me sentais déjà mieux après la séance. Et puis, j'ai refait une séance jeudi et le travail de l'ostéo a, semble-t-il, fait effet puisque la douleur au réveil ce vendredi matin est quasiment inexistante. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps tout simplement au corps de récupérer, d'encaisser la charge d'entraînement. Et voilà, c'est une leçon que je retiendrai, d'être patient et de ne pas porter de jugement trop hâtif. Donc voilà la petite conclusion sur la semaine qui s'est aussi doublé de ma 3e dose de vaccin. Donc entre la petite douleur à la hanche et la vaccination, on peut dire que cette semaine a été relativement light. Alors, basculons sur la présentation de mon invité qui va nous conduire à nouveau vers la Suisse, puisque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Grégory Chanet, qui est un autre podcasteur qui, depuis de nombreuses années, dispose du blog nakan.ch sur lequel il teste de nombreux objets connectés avec, comme il est suisse, bien évidemment des montres, mais on va voir que ce cliché est un petit peu réducteur et que Greg a bien d'autres facettes. Il est triathlète, il réalise donc des Ironman et à travers cet épisode, il va nous présenter justement sa philosophie de l'entraînement, la façon dont il voit les choses et puis nous ferons un petit focus sur ce point commun que nous avons puisqu'il est lui aussi donc podcasteur. Son podcast de Nakan, il le co-anime avec Hermano, que je salue également. Donc moi je vais vous laisser en compagnie de cet épisode donc au pays des Helvètes avec Grégory Chanet, expert en objets connectés, mais avant tout passionné de sport d'endurance. Belle écoute à vous. Bonsoir Greg, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors tu es à l'heure, mais ça c'est peut-être le fait d'être de nationalité suisse qui veut ça. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler donc déjà de ton parcours, comment tu es amené à parcourir donc les différentes compétitions en triathlon. Et puis un autre aspect, c'est que tu es un blogueur et aussi podcasteur lié donc au matériel, à l'environnement technologique autour des sports d'endurance. Ça, c'est ton domaine. Exact. Écoute, merci Sébastien de m'inviter dans ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi sur cet épisode. Tu disais effectivement ponctualité suisse, ça fait très très cliché tout ça. Voilà. On rajoute encore un peu de montre, un peu de chocolat, un tout petit peu de fromage, et puis je crois que on a vraiment fait le tour des bons clichés, mais effectivement, voilà, on a un certain état d'esprit de notre côté de la frontière où on aime bien être à l'heure, et effectivement, c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible malgré tout. Même si mon emploi du temps, tu as dit, je fais beaucoup de choses et parfois c'est compliqué de tout mettre dans la journée, mais effectivement, je fais un point d'honneur à arriver à l'heure au rendez-vous. Alors, je vais te laisser te présenter, donc de façon à la fois état civil et puis on verra après ton cursus sportif. Les gens peut-être connaissent ta voix puisque tu es une voix du podcast Nakan. Maintenant, je vais te laisser nous décliner un petit peu tes activités professionnelles avant de basculer sur le côté sportif.
Exact. Bah écoute, je m'appelle Grégory Chanet, j'ai 37 ans, les années passent et puis j'ai commencé un petit peu tout en même temps, hein, je dirais le triathlon en même temps que j'ai commencé à bloguer sur le triathlon sur un site qui cherchait encore un petit peu sa ligne éditoriale et puis son sens à ce moment-là. J'ai toujours été passionné de technologie, peut-être que c'est lié à ma profession qui a toujours été drivé par des études en informatique et puis ensuite pas mal de jobs très techniques dans le développement, dans l'administration de systèmes, dans la mise à disposition de certaines entreprises d'équipements et de solutions de sécurité pour leur réseau et puis tout ça, bah voilà, ça m'amène à me poser des questions fondamentalement techniques et technologiques. Et donc quand j'ai commencé le sport et que j'ai récupéré ma première montre qui enregistrait plein de données et qui me donnait plein de chiffres, bah, j'étais dans mon élément et bah, j'ai trouvé intéressant de disséquer un petit peu ça et de le partager aussi sur mon site, sur mon blog à l'époque. Et puis bah, je me suis rendu compte que c'est des articles qui suscitaient beaucoup plus d'intérêt que les autres, ces tests approfondis de matériel, et c'est un segment qui existait pas vraiment dans le monde francophone. On trouvait quelques sites anglophones qui commençaient à s'intéresser à ce type de thématique et puis à ce type d'analyse, mais dans le monde francophone, il y avait pour ainsi dire rien. Et quand moi je cherchais des informations, bah, c'était forcément du monde anglophone. J'ai dit bon, aller concurrencer des blogueurs qui sont de langue maternelle anglaise, ça va être très compliqué. Mais par contre, pourquoi pas lancer un truc sur le marché francophone qui existait tout simplement pas. Je me suis lancé là-dessus et ça fait bientôt 11-12 ans. Je pense que mon blog qui existait depuis bien avant, hein, je racontais plein de bêtises sur Internet déjà bien avant, mais j'ai vraiment commencé à trouver une ligne éditoriale qui correspondait vraiment à ce que je faisais dans le sport. C'est vraiment devenu la technologie dans le sport et dans le triathlon en particulier, parce que bah voilà, dernier aspect, c'est que je suis un triathlète depuis maintenant 12 ans, donc j'ai goûté à toutes les distances. J'ai commencé sur des distances courtes et humbles, et puis petit à petit, bah, je suis arrivé à des distances de plus en plus longues pour être aujourd'hui un triathlète accompli, je dirais, et puis je suis assez fier de mon parcours. J'ai réalisé 4 distances Ironman, j'ai réalisé une multitude de distances demi-Ironman, half ou 73, et puis je compte même plus les petits triathlons locaux auxquels j'ai pris le départ. Et voilà, c'est une activité dans laquelle je m'épanouis toujours beaucoup et sur laquelle je reste concentré, même si j'essaie de découvrir un petit peu d'autres disciplines, comme le trail, comme certaines autres disciplines dans le cyclisme, le VTT et d'autres choses. J'ai goûté un peu à tout. En fait, on se rendra assez compte au fur et à mesure de cet épisode que moi, j'aime essayer des trucs, tester des nouveautés, me lancer des nouveaux défis. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais voilà, c'est découvrir de nouvelles choses qui m'intéressent dans la vie. Et avant le triathlon, est-ce que tu étais déjà baigné dans le monde sportif ou c'était une révélation? Comment tu as découvert ce sport et qu'est-ce que tu faisais auparavant? Alors auparavant, je faisais pas grand-chose. J'ai écrit un article il y a bien des années maintenant qui expliquait comment je suis arrivé au triathlon, et son titre en fait révèle assez bien ce qui s'est passé pendant une période assez courte en fait entre le moment où je faisais rien et le moment où j'ai commencé à découvrir le triathlon et à vouloir viser l'Ironman. Le titre de l'article, c'était De mon canapé à l'Ironman, et en fait voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que j'étais pas sportif du tout, je fumais un paquet de cigarettes par jour à peu près. Et puis bah, voilà, les hasards de la vie font que tout d'un coup, bah, au fond du garage de mon grand-père, il y avait un vieux vélo de route. Et puis j'ai regardé ce truc-là en disant tiens, j'ai vu ça à la télé une fois, les mecs ils montaient des cols dans la montagne avec ce truc-là, j'ai envie d'aller faire 200 mètres devant juste pour voir la sensation. Et bien sûr, j'avais déjà roulé sur un vélo, mais jamais un vélo de course avec des petits boyaux, tu vois, des machins super étroits. Et le feeling que j'ai eu sur ce vélo était incroyable, et je me suis dit mais en fait, c'est génial. Et donc, rapidement, je me suis acheté un vélo de route. Alors, pas un truc super haut de gamme, mais voilà, un vélo de route d'entrée de gamme sur lequel j'ai commencé à faire des sorties de 5, 10, 15 kilomètres, tout en continuant à fumer régulièrement. Et puis, petit à petit, ça m'a plu. J'ai fait 1 ou 2 saisons de vélo loisir, quoi, je dirais. Et puis, un hiver, je me suis dit, bon, maintenant, recommencer à chaque fois au début de l'année, c'est un peu compliqué. Donc, pendant l'hiver, je vais essayer de me mettre à la course à pied pour maintenir mon niveau physique. C'était pas vraiment un attrait particulier de la course à pied, mais c'était vraiment le but utilitaire de continuer à faire du sport l'hiver, parce que là où j'habite en Suisse, il y a quand même passablement de neige, il y a des conditions hivernales qui sont peu propices à la pratique du vélo à l'extérieur.
Donc voilà, je me suis mis à courir. J'avais pas un grand plaisir à courir, surtout que je crachais vite mes poumons parce que voilà, j'étais pas sportif pour un sou encore à cette époque-là. Mais ça m'a permis de recommencer une saison de cyclisme derrière dans de bonnes conditions, de meilleures conditions que les années précédentes. Et puis je me suis dit pour pas mourir de nouveau l'hiver prochain, je vais continuer à courir pendant l'été. Donc je faisais de la course à pied, du vélo un peu toute l'année. Et puis un jour, complètement par hasard, donc j'étais en ville à Lausanne et il y avait en bas de la ville une manifestation. C'était compliqué de circuler. J'arrive derrière des barrières et je vois des types tout mouillés qui sont en train d'aller à fond sur des vélos. Je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en arrivant plus au centre de la manifestation, j'ai découvert ce qu'était le triathlon. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit écoute, moi je fais déjà de la course à pied, je fais déjà du vélo, 2/3 du chemin est déjà fait. Je vais m'inscrire à un de ces trucs juste pour voir, juste pour essayer, parce que je suis curieux, j'ai envie d'essayer ça. Et je me suis inscrit l'été même à l'édition de l'année d'après. Et puis je me suis dit au mois de mai l'année prochaine, je vais à la piscine. Je savais nager la brasse, j'avais une fois fait un mouvement de crawl ici ou là. Ça doit pas être très sorcier. Je suis allé à la piscine, j'ai vite déchanté. Je me suis rendu compte que la natation, c'était un sport très exigeant, surtout quand on n'en a pas fait quand on était jeune. Il m'a fallu plusieurs mois pour arriver à intégrer le fait que j'allais nager 500 mètres pour mon premier mini-tri. Et j'ai relevé le défi. Je suis arrivé au triathlon de Lausanne une année après avoir vu ces gens tout mouillés derrière ma barrière au bord de la route. J'ai nagé 500 mètres, j'ai fait mes 20 km de vélo, j'ai fait mes 5 km de course à pied. J'étais le plus heureux de la terre en me disant ça y est, j'ai relevé le défi, j'ai fait ce truc-là, c'était dingue. Et puis en rentrant à la maison, j'ai regardé mon temps, j'ai regardé un petit peu les temps des autres, je commençais un petit peu à comparer les parcours et tout à coup, au détour d'un lien sur Internet, je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'Ironman. Et je me suis dit non, en fait, je suis pas très accompli là en tant que triathlète. Il y a bien plus challenging à faire sur ce sport-là. Ce jour-là, je me suis mis en tête un jour de finir un Ironman. C'était en 2009 et puis j'ai fait mon premier Ironman à Lanzarote aux Canaries en 2012. Donc voilà, 3 ans pendant lesquels j'ai appris les triathlons sur différentes distances. J'ai appris à mieux nager, à mieux rouler, à mieux courir. J'ai évidemment arrêté de fumer. J'ai couru mon premier marathon et je suis arrivé en 2012 au bout d'un défi incroyable dont je suis toujours extrêmement fier, c'est d'avoir bouclé cet Ironman à Lanzarote. Donc, progressivité quand même. Tu es pas quelqu'un qui va être tout feu, tout flamme à vouloir relever absolument un défi dans les 6 prochains mois. Tu t'es laissé 3 ans. C'était le temps nécessaire pour cet apprentissage peut-être de la natation et puis monter petit à petit en distance, parce qu'on passe pas d'un mini-tri, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un Ironman. Ouais, exact. Moi, je suis assez un adepte de la philosophie qui dit on peut avoir des rêves, mais pour transformer un rêve en objectif, il faut avoir un cheminement, un projet, et puis des milestones, donc des objectifs réalistes qui vont se mettre sur le chemin pour arriver à l'objectif ultime. Si à ce moment-là, je m'étais dit maintenant j'ai fini mon mini-tri, l'année prochaine je m'inscris à un Ironman, probablement que j'aurais énormément souffert, j'aurais eu énormément de difficultés, je serais peut-être pas allé au bout. Et pour moi, c'est pas comme ça que j'envisage mes challenges. Je jalonne les choses de manière à ce que ce soit réaliste, que ce soit pragmatique, et puis que je me donne une chance d'y arriver. Donc effectivement, le cheminement pour moi, pour arriver au bout d'un Ironman, il consistait à faire des triathlons de plus en plus longs. Et en 2011, j'ai fait un demi-Ironman en Suisse, à Rapperswil. Entre-temps, j'ai couru un semi-marathon, puis un marathon. Et puis je suis arrivé sur l'Ironman en ayant la certitude que j'avais déjà couru la distance en course à pied. J'avais évidemment déjà fait une distance similaire sur le vélo. Et j'avais fait des entraînements de natation aussi plus longs. J'avais déjà fait la moitié de la distance sur un triathlon et donc j'arrivais avec la certitude de pouvoir le faire. Ça allait être dur, mais j'étais entraîné pour et j'avais fait le cheminement qui m'amènerait sur la ligne d'arrivée. Non, je suis pas une tête brûlée, je calcule les choses et voilà, j'essaye de faire les choses de manière pragmatique. C'est peut-être, on en revient peut-être au cliché suisse, mais il y a peut-être un tout petit peu d'état d'esprit helvète là-dedans. Voilà, très reposée, très froide et puis jamais de décisions qui sont prises dans la précipitation ou dans l'euphorie. Et depuis tes débuts dans la pratique du triathlon, est-ce que tu as tout fait tout seul ou est-ce que tu t'es entouré d'entraîneurs, de préparateurs pour
te conduire jusqu'à cet objectif? Et aujourd'hui, quelle est ta façon de fonctionner? Est-ce que tu es seul en club ou accompagné? Alors très rapidement, je me suis rendu compte que seul, ça avait ses limites et que seul, on pouvait rencontrer des problèmes de motivation, on pouvait rencontrer des problèmes de technique, on peut aussi demander conseil sur du matériel, sur de l'expérience, etc. Et que le triathlon, c'est aussi un sport d'échange pour moi, c'est aussi un état d'esprit. Et très rapidement, j'ai rejoint un club. C'était en fait au moment où j'ai fait mon demi-Ironman en 2011. Eh bien, j'ai rejoint un club de la région dans lequel je suis toujours. Alors, je vais pas forcément à toutes les séances d'entraînement, mais je suis quand même relativement impliqué dans ce club-là. Et puis j'échange toujours avec les membres de ce club. Il y a, comme dans n'importe quel club sportif, des anciens qui restent, il y a des nouveaux qui arrivent. On donne des conseils aux nouveaux qui en demandent. On partage ses expériences et puis on demande des conseils et de l'expérience à ceux qui en ont plus que nous. Et je trouve que cet échange-là, il est tout aussi intéressant que de s'entraîner ensemble, de se motiver et puis de progresser ensemble. Et puis bien sûr, moi j'ai suivi aussi mon chemin de mon côté. Il y a des moments pour certains objectifs spécifiques, j'ai demandé l'aide de coach pour moi personnel, en plus de l'infrastructure qui avait mise en place par le club. Et puis c'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressé, le coaching, la physique de l'entraînement, la nutrition, voilà, toutes ces choses-là. Bien évidemment que c'est aussi des sujets qu'on a développés à fond dans le podcast et donc du coup sur lesquels au fur et à mesure j'ai commencé à acquérir des connaissances. Et puis est arrivée la crise du Covid qui a lancé plein de challenges, mais aussi que j'ai utilisé comme une opportunité puisque pendant les longs mois de lockdown où on était en télétravail, où on économisait peut-être 1 heure et demie par jour de transport puisqu'on était au travail à la maison, je me suis lancé dans la certification de coaching Ironman Coach et j'ai suivi ce cursus-là pour compléter mes connaissances en tant qu'entraîneur et puis avoir un papier. Alors il vaut ce qu'il vaut, évidemment, on n'est pas un coach expérimenté professionnel quand on sort de la certification Ironman, mais j'estime qu'avec l'expérience acquise personnellement sur mon propre entraînement, plus toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au travers des podcasts, des interviews, des articles que j'ai pu écrire, je pense que je suis pas forcément un coach ultra néophyte. Maintenant, il me manque un petit peu de pratique, mais j'essaye de la pratiquer sur moi. Donc, ça fait 2 ans maintenant que je fais mes propres plans d'entraînement. Alors, compte tenu du contexte de la situation sanitaire des piscines fermées, j'ai eu des petits soucis physiques puisque je me suis cassé un coude au début de l'année 2020. Enfin, il y a plein de trucs, mais j'estime que mon plan d'entraînement a plutôt bien marché sur mon dernier Ironman à Thun sur cette année 2021. J'étais content du résultat, j'étais content de ce que j'ai accompli avec mon propre plan d'entraînement. Et donc, voilà, je progresse à ce niveau-là et l'année prochaine, un nouveau défi m'attend puisque mes premiers cobayes en tant qu'athlète que je vais coacher au sein du club de triathlon et même un peu plus, vont expérimenter mes plans d'entraînement et mes conseils d'entraînement. Et est-ce que tu prends au final, avec ce recul et cette certification, plus de plaisir à accomplir toi-même un objectif ou à accompagner ces personnes vers leur futur objectif, même si ce sera qu'en 2022? Écoute, pour l'instant, je ne saurais te répondre. C'est un peu tôt. C'est vrai que j'ai jamais des certitudes absolues dans ma vie et dans ce que je fais. J'ai toujours une petite place de doute et je pense que finalement, c'est assez bénéfique parce que trop de certitude peut nuire à mon sens. Donc, de garder un tout petit peu ce doute, c'est pour moi assez bénéfique parce que je me remets en question, je m'interroge sur chacune des décisions que je prends et je pèse à chaque fois le pour, le contre et puis les conséquences éventuelles de chaque décision. Et l'avenir me dira ce que mes athlètes, entre guillemets, vont penser de ce que je vais leur proposer comme cheminement, comme coaching. J'ai aussi des convictions par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu entendre par rapport à l'entraînement. Il y a des choses. L'entraînement, c'est des connaissances techniques, des connaissances théoriques, mais c'est aussi un feeling et puis une approche personnelle de l'entraînement. Il y a aussi une philosophie d'entraînement et je pense que maintenant, j'ai acquis une certaine expérience qui me permet d'avoir une certaine philosophie d'entraînement. Par exemple, par la force des choses, pour imaginer ça, c'est que
j'ai 12 000 activités en dehors de mon activité professionnelle, en dehors de ma vie privée et j'ai le blog, j'ai le podcast, j'essaye de temps en temps de sortir une vidéo YouTube, même si c'est pas forcément super évident d'être régulier là-dedans. J'ai plein d'activités encore en dehors de tout ça. Et j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon entraînement. En tout cas, j'ai l'intime conviction que chaque minute que je m'entraîne doit servir à quelque chose. Ça peut être à juste me vider l'esprit parce que j'ai du stress au travail, parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ma vie, ou voilà, j'ai juste envie d'évacuer un petit peu. Mais la plupart du temps, c'est un entraînement aura 1 ou 2 ou 3 objectifs, et je vais jamais faire 3 heures d'entraînement dans le vide en me disant parce que je dois faire 3 heures de volume. Et ça, c'est une de mes philosophies, c'est que voilà, chaque minute d'entraînement doit être doit avoir un objectif, doit finalement servir à quelque chose. Tous les coachs n'ont pas forcément cette philosophie-là, et parfois certains vont dire tu vas courir 1 heure et puis tu te mets à l'allure que tu veux, tu fais ce que tu as envie, c'est pour faire 1 heure de footing, de vitesse, d'endurance, etc. J'ai pas forcément cette vision-là. Alors après, est-ce que ce sera bon, est-ce que ce sera mauvais? Je pense que ça correspondra peut-être à certaines personnes et pas à d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends aussi avec impatience le retour de mes futurs athlètes. Alors, est-ce que tu vas les mettre sur une solution digitale avec des stats, des chiffres? Parce que tu baignes dans ce milieu-là. Est-ce que c'est ce qui t'intéresse vraiment d'aller scruter les données de tes athlètes, ou est-ce que tu vas les laisser un petit peu déconnectés? On a un rapport ambigu avec les données parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Et donc, pour moi, les chiffres sont utiles au même titre que les chiffres peuvent être en danger. C'est-à-dire que les chiffres vont, s'ils sont utilisés correctement, apporter un bénéfice et améliorer l'entraînement. Par contre, si on se concentre trop sur les chiffres, qu'on n'écoute plus son corps, qu'on n'écoute plus ses sensations, si les chiffres prennent trop le dessus par rapport à ça, c'est un danger. Et je pense que il faut trouver un équilibre et ne pas se laisser submerger par les chiffres. Il faut utiliser les chiffres pour ce dont on a besoin, et puis laisser les autres de côté. Si on prend un exemple de montre connectée qu'on a aujourd'hui au poignet pour faire une sortie de course à pied d'1 heure, on va avoir une trentaine de données différentes qui vont sortir de cette montre sans qu'on ait paramétré quoi que ce soit de particulier, hein. On aura de la cadence de course, on aura de la vitesse, on aura de la fréquence cardiaque, on aura peut-être de la puissance, on aura peut-être de l'oscillation verticale, du temps de contact au sol. Enfin bref, ça accumule plein de données, et puis le marketing veut que chaque année, on ait plus de données dans les montres pour pouvoir vendre les nouveaux modèles. Ça fait partie du cycle de vente de ces accessoires, et en général, c'est des données qui nous servent pas à grand-chose. Et je pense qu'il y a certains moments, certains entraînements, 1 ou 2 de ces données vont nous être utiles, mais le reste, il faut laisser de côté, ça sert à rien. Si je suis pas en train de travailler spécifiquement ma posture de course ou ma foulée, ou vraiment d'essayer d'optimiser mon économie de course, ça sert à rien de regarder l'oscillation verticale, ça sert à rien de regarder le temps de contact au sol. J'ai aucun intérêt à le faire. Par contre, peut-être que j'ai un intérêt à accumuler ces données pour faire des statistiques sur la moitié de ma saison, par exemple. Mais c'est pas des données qui sont pertinentes. Si je veux faire une sortie en endurance pour augmenter mon endurance aérobie basse, je vais avoir intérêt à regarder peut-être ma fréquence cardiaque, éventuellement ma puissance, mais c'est ces 2 seules données qui vont être utiles. Suivant où je cours et sur quel terrain, même l'allure ne me servira à rien. Si ça monte, ça descend, c'est pas plat, il y a un peu de vent, l'allure sert pas à grand-chose. Donc, je pense que avant de vouloir absolument avoir plein de données et se dire les chiffres vont m'aider à m'entraîner, il faut comprendre ce que peut nous apporter telle ou telle donnée, tel ou tel chiffre, et puis apprendre à les utiliser correctement. Je vois beaucoup de personnes qui se laissent noyer par les chiffres, qui parce que leur montre accumule ces données, eh bien, il faut absolument en faire quelque chose, et je pense que ça, c'est un piège. C'est ce qu'on disait avec donc Jérôme Maire, qui est un de tes, on va dire, compatriotes dans le domaine de la montre cardio GPS et dans l'analyse, hein, aussi très très rigoureux. C'est que parfois, on n'a peut-être pas la montre qui correspond à notre pratique. Est-ce qu'on n'est parfois pas trop suréquipé avec une breloque qui va nous servir, mais on va peut-être l'exploiter à 10 ou 15% de ce qu'elle peut faire. Est-ce que toi, tu rencontres ce genre de problématique, des gens qui viennent te demander, Greg, quelle est la montre qui est la meilleure? Quelle est la montre qui est la plus performante? Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce qu'elle existe?
Non, 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 absolument pas. Bon, je pense que la montre, c'est très particulier, hein, parce que il y a l'outil d'entraînement, c'est une chose, mais la montre, bien avant qu'on ait des montres électroniques ou qu'on ait des montres GPS, etc., la montre, c'est d'abord une espèce de d'affirmation de son identité. Et puis, je suis bien placé ici dans le pays de l'horlogerie traditionnelle et de l'horlogerie de luxe pour te répondre, même si je suis pas un citoyen suisse exemplaire, parce que je porte à longueur de journée des Garmin, des Coros, des Suunto ou des Polar, donc il y a rien de suisse dans tout ça. Mais avant tout, on porte une montre au quotidien qui est quelque chose qu'on a choisi pour nous représenter auprès des autres, pour donner une image. Et ensuite, c'est un outil d'entraînement. Donc, il y a déjà ces deux aspects-là qui sont complètement antinomiques, parce qu'une montre est jolie ou qu'elle reflète ma personnalité, parce que c'est une montre très outdoor, qui a un look très rugueux, parce que je suis quelqu'un qui suis très route, et puis qui passe mes week-ends à l'extérieur, bah, je vais affirmer mon identité au travers de ma montre. Je vais pas choisir le petit modèle avec juste une toute petite lunette si je veux montrer ça. Par contre, si je suis quelqu'un qui suis assez classe, qui m'habille bien, qui prête une attention à mon apparence, je vais pas forcément mettre une montre très très bulky et très très voyante. Je vais peut-être mettre quelque chose de plus classe, de peut-être un tout petit peu plus petit, un peu plus fin, et puis ben voilà, parce que ça va être une partie de mon identité. Donc ça, c'est déjà une partie importante qu'on souvent on néglige, mais que les gens dans leur subconscient vont quand même voilà prendre en considération, même s'ils en ont pas conscience, quand ils vont choisir leur montre. Ensuite, est-ce qu'on peut être suréquipé? Bah, après, c'est une question de budget aussi, hein. Je pense qu'on n'est jamais suréquipé, ou alors on est tout le temps suréquipé. Moi, j'ai une voiture qui me permet d'aller à 200 km/h sur l'autoroute. Bah, j'y vais jamais parce qu'on le fait pas. Et puis c'est tout. Elle me permet de le faire, mais je le fais pas. J'ai une montre qui me permet d'enregistrer plein de données que j'utiliserai probablement jamais dans mon entraînement, mais c'est pas si différent que ça. Donc suréquipé, non. Je pense que ça peut arriver à des gens qui ont une montre parce qu'ils avaient un petit budget, parce qu'ils n'avaient pas envie d'investir beaucoup, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de persévérer dans le sport, qui ont choisi un modèle d'entrée de gamme qui un jour se montre un peu limité par rapport à leur pratique qui augmente et leur exigence qui augmente. Dans ce sens-là, oui, on peut être sous-équipé. Suréquipé, je pense pas. Voilà, peut-être qu'on sous-exploite sa montre par rapport à ses possibilités, mais là, il y a aucun problème, aucun dommage. Pour moi, c'est pas un souci. Puis la deuxième partie de ta question, c'est est-ce qu'il existe une montre idéale? Bah forcément pas, parce que bah, pour revenir au premier point, une montre, elle va refléter qui je suis dans mon apparence. Alors ce sera pas forcément le cas pour 100% des gens, mais quand même pour pas mal de monde. Si tu demandes à une personne qui a un poignet assez fin, que ce soit quelqu'un qui a bah voilà naturellement un poignet fin, en général c'est les femmes, mais pas seulement. Tu vas pas leur donner un boîtier de 65 mm avec une montre énorme parce que bah ça va pas correspondre à leur à l'image qu'ils vont vouloir envoyer, et puis aussi que ça va pas être confortable, et donc du coup bah voilà, il y a aussi un choix qui va se faire en fonction de qui on est et comment on est, qu'est-ce qu'on a envie comme montre, et puis ça va aussi jouer un rôle. Après il y a aussi des choses idéologiques, il y a des gens qui veulent une Polar ou une Suunto parce qu'ils veulent l'européen, pas de l'américain, celui-là c'est du chinois, l'application elle va envoyer mes données en Chine, je la veux pas non plus. Enfin voilà, il y a plein d'autres considérations qui font qu'une montre elle est absolument pas parfaite pour tout le monde. Et puis je pense que heureusement, parce que c'est pour ça qu'il y a de la diversité sur le marché. Si on arrivait à la montre unique sur le marché, c'est comme si on arrivait au modèle unique de voiture, ou voilà, ça pour moi ça n'arrivera jamais, et il en faut pour tous les goûts. Est-ce que tu sais combien tu en as testé? Alors, de montres et d'appareils, on va dire, liés à la technologie, parce qu'on peut basculer sur un domaine un petit peu plus large que simplement la montre connectée. Alors, écoute, c'est une bonne question. Je vais te répondre de manière statistique parce que j'ai aucune idée de combien ça représente, mais ça fait 11 ans que je tiens un blog qui est vraiment spécialisé là-dedans. En gros, je fais une quarantaine de tests par année, donc on peut imaginer que je suis pas très très loin des 500 tests technologiques depuis que j'ai commencé cette activité. C'est une réponse statistique, ça doit être à peu près ça, quoi. Les tests que tu as pu faire, ils répondaient à des besoins personnels? Cette volonté d'expérimenter, hein, tu le disais, moi je teste beaucoup, je veux voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'était en réponse à cela, ou est-ce que c'était peut-être des marques qui, au fil du temps, bah, se sont rapprochées de toi comme étant une des références dans le testing de montres et d'objets,
on va dire, technologiques liées à la course à pied et au sport d'endurance? Ouais, alors effectivement, il y a des sollicitations qui arrivent très régulièrement quand on a un site web qui commence à avoir des positions intéressantes dans les recherches Google, etc. Je pense que 3 ou 4 mails par semaine pour placer un article sponsorisé, pour placer une publicité, pour placer ci ou ça, c'est des choses auxquelles je réponds systématiquement négativement parce que moi je le fais pour le plaisir avant tout, pour mon épanouissement personnel. J'ai un vrai travail à côté, j'ai un vrai salaire, donc je gagne pas ma vie sur le site internet, même s'il y a des liens affiliés qui me permettent de couvrir les coûts du site, qui me permettent de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir une fois financer une montre et pas me la faire prêter pour avoir un test qui est objectif, ou alors un test pour lequel on veut pas me prêter la montre. Par exemple, Apple, c'est impossible d'obtenir une Apple Watch en test, ils en ont rien à secouer. Qui est un pauvre blogueur du fin fond de la Suisse qui veut tester sa montre, c'est tu l'achètes ou tu l'achètes pas, mais après si tu la testes, nous on va pas augmenter nos ventes avec ton pauvre billet, donc voilà, c'est hors contexte. Donc j'achète l'Apple Watch si elle m'intéresse pour faire mon test, ça c'est qu'un exemple. Donc voilà, mais je gagne pas ma vie sur site internet, donc ça reste une passion, et la passion, ça veut dire qu'elle est vraiment pilotée par le fait que j'écris des choses qui m'intéressent et je creuse des sujets qui m'intéressent. Et s'il y a un truc qui m'intéresse pas, pourquoi est-ce que je perdrais du temps? C'est du temps qui est précieux pour moi. C'est un truc que je fais par passion. J'ai aucun intérêt à faire un truc qui m'intéresse pas. Donc, avant tout, c'est drivé par mon propre intérêt. Et puis, quand j'ai pas le temps de tout faire, je demande l'avis de la communauté. Est-ce que vous préférez un test de X ou Y montre? Et puis, je vois là où j'ai le plus de réponses. Puis, je consacre mon temps au test qui aura le plus d'intérêt de la communauté, mais parce que les deux m'intéressent, puis j'ai pas le temps de les faire les deux. Alors, le temps, ça représente combien de temps ton entraînement par semaine? Parce que tu le dis, hein, avoir beaucoup d'activités professionnelles, associatives, extra-professionnelles et la vie privée. Comment tu décomposes ton entraînement? Est-ce que tu axes peut-être certaines périodes où il va y avoir plus de courses à pied, d'autres où il y aura plus de vélo? Ou est-ce qu'il y a vraiment un cadre très, pas précis, mais qui va se dégager tout au long de ton année? Ma saison sportive, elle varie en fonction des objectifs que je me suis fixés, des courses auxquelles je suis inscrit. Forcément, plus on approche de la compétition, plus l'entraînement devient sérieux et cadré, etc. En général, pour un Ironman, c'est 24 semaines de préparation. Pour un demi-Ironman, c'est entre 16 et 20 semaines. Et puis, tout au long de la saison, je m'entraîne. Après, j'essaie vraiment d'optimiser mon temps, comme je l'ai dit, au niveau de l'entraînement. Et puis aussi, par rapport au test. C'est-à-dire que quand je fais un test d'une montre, eh bien, je vais utiliser mon propre entraînement pour utiliser cette montre. Je vais pas aller faire une séance spécifique de course à pied pour tester la fonction de la montre. Je vais regarder dans mon planning d'entraînement quand est-ce que je fais un entraînement de course à pied qui pourrait me servir à valider telle ou telle fonctionnalité. Et puis, je vais faire d'une pierre deux coups. Voilà, quand je m'entraîne rarement avec une seule montre parce que ça me permet de faire un comparatif, par exemple, de mesure GPS ou d'altimètre ou de capteur de fréquence cardiaque ou autre. Et donc, du coup, ce temps-là, si tu veux, je fais 1 heure de course à pied et je fais 1 heure de test. Donc en 1 heure, j'en ai fait 2. Et voilà, j'essaie d'optimiser les choses un petit peu comme ça. Et donc du coup, je fais pas de séance spécifique où je sors juste pour tester la montre. J'utilise une séance de mon propre entraînement. C'est pour ça que parfois les photos sont pas 100% nettes parce que je vais pas m'arrêter au milieu d'un fractionné pour faire ma photo de ma montre. J'essaye d'avoir du contenu de qualité, mais voilà, ça s'inscrit quand même dans mon propre entraînement. Donc voilà, j'essaie de jongler avec ça et d'optimiser un maximum mon temps. Et puis en plus, ça me permet de publier des tests qui sont vraiment extrêmement concrets et qui correspondent réellement à un usage qui est fait d'un sportif dans le terrain. C'est pas quelqu'un qui a couru juste sur 100 mètres pour essayer de voir un écran qui s'affiche, puis ensuite je prends ma photo, je rentre chez moi et je le mets dans mon article. Quand je dis telle fonctionnalité, je l'ai testé, c'est que j'ai vraiment fait un fractionné de 10 fois 400 mètres avec la fonctionnalité et que je suis allé au bout du truc. Donc pour moi, ça c'est aussi une valeur que les lecteurs apprécient avec le temps, parce que ils se rendent compte que quand je dis quelque chose par rapport à une fonctionnalité comme ça, c'est pas juste parce que je l'ai lu dans le mode d'emploi, c'est parce que je l'ai testé. Et ça déplaît un petit peu aussi aux marques parce que quand il y a un truc qui marche pas, je le dis. Et ça malheureusement sur
le grand Internet, et en particulier l'Internet francophone, on se rend compte que les marques essayent de mettre leur main mise. On parle d'influenceurs. Moi, je me considère pas comme un influenceur parce que je me laisse pas influencer. Et donc, du coup, des fois, j'ai une relation ambiguë avec les marques. Il y a des fois, j'ai dit du mal d'une montre. La marque, pendant 2 ans, m'a pas prêté de modèle parce que, pourquoi on te prêterait si tu dis du mal? Je dis, mais écoutez, si la prochaine que vous me donnez, elle marche bien, je vais dire du bien. Mais je me laisse pas. Je suis libre de ce que j'écris dans mes articles. Parfois, ça plaît, parfois, ça déplaît. Parfois, ça me coûte cher parce que pendant 2 ans, je dois acheter les montres que je veux tester au lieu de me les faire prêter. Mais je préfère être ça et être honnête. Et je pense que sur le long terme, ça paye parce que les lecteurs, ils se rendent compte qu'il y a cette honnêteté derrière. Alors, sur justement l'ensemble des appareils que tu as pu tester, quelles sont les évolutions depuis l'ouverture de ton blog que tu as vu naître, grandir et qui aujourd'hui sont, on va dire, indispensables à la vie de tout sportif d'endurance, des choses vraiment qui ont vu le jour et qui aujourd'hui, on pourrait plus s'en passer? Eh ben, écoute, je vais te dire que fondamentalement, il y a quand même pas mal de choses marketing qui sont pas vraiment essentielles, qui ont jalonné les différents modèles. Alors bien sûr que un modèle d'aujourd'hui, quand on le compare à un modèle d'il y a 10 ans, il y aura des évolutions, il y aura des fonctionnalités additionnelles. Mais la question c'est, est-ce que tout le monde a besoin de ces évolutions? Pas forcément, parce que le modèle d'il y a 10 ans, eh bien, il mesurait déjà les éléments essentiels, et on en parlait au début de cet épisode. Pour moi, il y a vraiment des données essentielles que sont la fréquence cardiaque, éventuellement l'allure, éventuellement la cadence de course, qui sont des choses qu'on mesure dans les montres depuis très longtemps. Donc maintenant, ce qui est en train d'arriver, et je pense que ça peut être positif pour les personnes qui s'entraînent de leur propre côté, c'est principalement l'adjonction d'algorithmes qui font l'amalgame de toutes les données d'entraînement, qui les digèrent et puis qui les restituent sous forme de conseils. Maintenant, tu t'entraînes trop en aérobie ou trop en anaérobie ou pas assez en force, et puis tu prends pas assez de récupération. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais par rapport aux données qui sont vraiment mesurées, les montres, elles ont peu évolué. Le marketing fait que maintenant, si on vend des nouveaux modèles de montres, c'est principalement parce qu'on leur ajoute des nouvelles fonctionnalités, mais qui sont pas forcément utiles pour tout le monde. Mais le marketing est suffisamment intelligent pour les rendre indispensables. Et on voit pas ça que dans les montres. Je veux dire, pour vendre les nouveaux modèles de smartphones, pour vendre les nouveaux modèles de voitures. Enfin voilà, il y a ça dans tout le marché. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Je vais te dire que d'un côté pratique, d'avoir les notifications de mon smartphone sur ma montre, c'est pratique. De pouvoir synchroniser ma montre en sans fil et pas avoir mon câble en forme de pince d'il y a 10 ans sur ma montre que je dois mettre en USB, c'est quand même pratique. Mais tout ça, c'est des fonctionnalités extra sportives. Vraiment, le jour où je pars m'entraîner, est-ce qu'il y a vraiment des choses pendant mon entraînement qui ont changé? Pour moi, c'est des détails. C'est pas là que l'évolution a eu lieu. Il y a de l'autonomie qui a augmenté, il y a de la qualité d'écran, il y a de la surface d'écran, bien sûr qu'il y a des innovations technologiques, mais dans les choses essentielles, si on prend par exemple la mesure GPS, les montres d'il y a 5-7 ans étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on miniaturise, on diminue la consommation électrique pour augmenter l'autonomie. C'est intéressant pour certaines personnes. Mais on stagne un petit peu quand même au niveau de la conception des montres. Et les marques doivent quand même se creuser les méninges de plus en plus pour essayer d'amener en marketing, on appelle ça des USP. Donc, c'est des Unique Selling Proposition. Donc, c'est de la fonctionnalité que nous, on propose, mais pas l'autre marque d'à côté. Et ça devient de plus en plus difficile parce que maintenant, ces montres, ça devient des couteaux suisses qui font de plus en plus de trucs. Mais apparemment, ça continue à marcher pour en vendre. Et toi, tu es fidèle à une marque en particulier ou tu navigues de l'une à l'autre sans vraiment avoir une préférence? Quasiment tous les jours, j'ai une montre différente au poignet. Donc non, je suis pas fidèle à une marque. Après, il y a certains modèles que je teste et que je conserve ensuite comme montre d'entraînement pendant des mois parce que c'est des montres qui me correspondent assez bien en termes de fonctionnement. Ou alors pour un test plus complet, je décide de vraiment personnaliser tous mes profils sportifs dans la montre parce que j'ai envie d'aller au bout des choses. Et puis ensuite, une fois qu'elle est toute bien personnalisée, t'as pas envie de reprendre un modèle que tu dois tout recommencer à personnaliser, etc. Donc tu la gardes pendant quelques mois, pendant une saison de sport. C'est vrai que
quand je fais de la compétition, j'aime bien avoir une montre qui enregistre mon triathlon, où je suis à l'aise à l'utiliser, et puis je sais que ça va marcher, et puis je sais que j'ai les données que je veux qui seront enregistrées. Donc quand j'enregistre une compétition en début de saison, peut-être que c'est cette montre-là que je vais utiliser pour tout le reste de ma saison, tout simplement parce que j'ai pas envie à chaque fois de prendre le risque de me tromper de bouton pour enchaîner la natation et le vélo ou ce genre de choses. Mais au quotidien, non, j'ai des Polar, j'ai des Suunto, j'ai des Garmin, j'ai des Coros, j'ai une Apple Watch. Donc voilà, non, pas de préférence. Alors, ça remonte sur quoi, toutes ces données? Est-ce que tu es avec un carnet papier et un crayon, ou est-ce qu'il y a une application? Alors, tu as reçu, et j'avais reçu moi aussi Alexandre de Nolio, qui est le Training Peaks à la française. Est-ce que voilà, tu as ce type d'application pour centraliser un petit peu toutes tes données? Oui, forcément, parce que à utiliser tous les jours une marque différente de montre, on n'a aucune consistance dans les plateformes des marques. C'est-à-dire que si j'utilise une Garmin le mardi, puis ensuite la semaine d'après le mercredi, puis ensuite pendant 3 semaines pas, c'est pas dans Garmin Connect que je vais pouvoir suivre la progression de mon entraînement. Donc effectivement, j'ai très longtemps été un utilisateur assidu de Training Peaks qui consolidait toutes mes données de toutes les marques que j'allais utiliser, et puis dans lequel je gardais des données d'entraînement qui étaient propres, donc dédupliquées, où j'avais toutes mes séances d'entraînement et où je faisais mon suivi là-dedans. Ça me permettait de m'affranchir complètement des plateformes des marques, de pouvoir utiliser toutes les montres que je voulais tester sans avoir d'impact sur mon suivi. Et puis, effectivement, on a reçu dans le podcast de Nakan les fondateurs de Nolio, on a discuté avec eux, j'ai découvert la plateforme. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à proposer des services de coach, j'ai utilisé cette plateforme en tant que coach. Et mon objectif, c'est au 1er janvier 2022 de passer de Training Peaks pour mon entraînement personnel à ma plateforme Nolio. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, je vais abandonner Training Peaks. Bon, je vais continuer à envoyer des données, mais j'aurai plus qu'un compte normal, pas le compte payant premium. Et puis, je vais utiliser Nolio pour faire la consolidation de mes données et travailler en tant que plateforme principale pour ma propre analyse d'entraînement dans Nolio, et utiliser Nolio en tant que coach pour coacher mes athlètes. Donc, je leur ai demandé d'aller se créer un compte dans Nolio et de lier leur montre maintenant pour pouvoir faire le suivi d'entraînement dans cette plateforme. Quels sont les avantages d'une plateforme comme Nolio, de ton regard donc de triathlète, mais également de coach? Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que tu n'avais peut-être pas il y a 5-10 ans sur cet outil Training Peaks? Bah écoute, il y a des trucs très très simples mais extrêmement pratiques. Alors dans Training Peaks, j'ai quand même trouvé à peu près tout ce que je cherchais. Donc je ne sais pas si Nolio va apporter des nouveautés, probablement que je vais les découvrir, mais pour l'instant, moi je vais l'utiliser de la même manière que j'utilise Training Peaks. Mais ces plateformes, que ce soit Training Peaks, que ce soit Nolio, permettent des trucs très pratiques. On planifie son entraînement là-dedans, et puis maintenant on a une synchronisation automatique de ces séances sur sa montre. C'est-à-dire que je me prévois un fractionné de 2 fois, 10 fois 300 mètres sur piste, et puis je le planifie dans ma plateforme, et le jour en question, elle est synchronisée sur ma montre. J'arrive sur la piste, je fais démarrer, il me dit voulez-vous suivre votre entraînement du jour? Oui, et j'ai mes intervalles qui me suivent sur la piste, qui me disent voilà, récupération, 300 mètres à bloc, telle zone, etc. Et c'est tout automatique, donc ça c'est super pratique. Et puis une fois que j'ai terminé mon activité, c'est pareil, j'enregistre sur ma montre, ça remonte automatiquement dans Nolio, et puis je vois ce que j'avais prévu, ce que j'ai vraiment réalisé. Je peux comparer si déjà j'ai été correct dans ma réalisation d'entraînement, et puis je peux analyser toutes mes données. En fait, c'est ce que je demande à ces plateformes-là. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est d'avoir un suivi à l'échelle d'une saison, peut-être, de ma progression, de fatigue, d'entraînement, d'endurance, etc. Et puis tout ça, Nolio le propose au moins aussi bien que Training Peaks. Pour l'instant, j'ai envoyé mes données dans les deux plateformes, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait vraiment mon suivi dans Nolio, donc j'attends aussi impatiemment le début de l'année 2022. C'est de nouveau un truc un peu comme ça. J'ai envie de commencer vraiment à l'utiliser au 1er janvier. Ça fera le milestone et la limite entre les deux. Et puis aussi parce que ma préparation officielle pour ma saison 2022 va commencer début janvier. Donc voilà. Alors, au niveau de cette préparation, donc on pourra y revenir tout à l'heure sur ces objectifs de l'année à venir. Il y a d'autres échéances, nouvelle saison aussi avec le podcast, et on l'a pas précisé. D'où vient ce nom Nakan? Parce que il est répandu, ça sonne bien à l'oreille, mais ça vient d'où, Greg?
C'est très très ancien. En fait, c'est quand j'étais jeune adolescent, je jouais en ligne à des jeux vidéo, et il y a un moment, il faut choisir un pseudo, et j'ai utilisé ce pseudo parce que je lisais des bouquins de Bernard Werber à l'époque, les romans Les Fourmis. Je sais pas si ça parle à certains auditeurs. Oh, j'en ai Et plein à la puis, bibliothèque. Mon épouse est fan de Bernard Werber, donc j'en ai eh lu ben écoute, quelques-uns également. dans son roman Les Fourmis, ou dans une de ses suites, il y a une fourmilière qui s'appelle, je sais plus, peut-être comme Zubio Nakan. Et je trouvais que ce Nakan sonnait bien. Je l'utilisais comme pseudo dans mon gaming en ligne. Et puis le jour où j'ai voulu me monter mon premier site internet, j'ai enregistré le domaine nakan.ch, parce que Nakan c'était moi, la Suisse c'est le pays dans lequel je suis. J'enregistre nakan.ch et je commence à monter un site web là-dessus. Et puis je commence à publier des billets de blog, des news, des trucs informatiques, des trucs sportifs, des trucs qui ont rien à voir avec tout ça. Et puis comme je te le disais, hein, jusqu'en 2009, j'écris un peu de tout, de rien. Il y a personne qui vient voir mon site de toute façon. Et quand en 2009, je décide de vraiment bloguer sur le sport et la technologie, j'ai pas à chercher plus loin, j'ai repris nakan.ch. Donc du coup, j'ai repris ce domaine, j'ai refait le site, je l'ai remis à zéro, j'ai republié des articles de sport là-dessus, j'ai trouvé une ligne éditoriale, mais le nom est resté. Donc voilà, c'est un vieux reliquat de jeunesse, mais bon, je trouve toujours que ça sonne bien, et puis j'aime toujours ce nom, donc je le garde. Et le podcast, alors il n'est pas venu tout de suite, c'est beaucoup plus récent. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quelle a été sa genèse et comment il s'est développé en parallèle ou en complément peut-être du blog? Mhm. Le podcast, c'est une longue histoire, surtout des démarches qui ont été longues. Et le projet de podcast, il est né bien avant la sortie du premier épisode avec Hermano, parce que au fil du temps de Nakan.ch a grandi, et puis il est arrivé des moments où j'étais invité à des événements par des marques pour des présentations de nouveaux modèles de montres, et tu rencontres d'autres personnes qui font d'autres sites internet et qui disent on pourrait trouver une collaboration entre nos sites web. Et puis en général, quand ils te disent ça, c'est simplement qu'ils veulent faire un échange d'articles, pourraient faire un échange de liens pour augmenter les positions dans Google. Et ça m'intéresse pas forcément. Mais par contre, certaines personnes me disaient mais il faut qu'on trouve, parce qu'on est complémentaires, tu parles de montres, je parle de chaussures, tu parles de techniques d'entraînement, je parle de nutrition. Et là, j'ai commencé à mûrir en fait le fait que pour moi, mon site, c'était toujours mon site, et j'avais pas envie que quelqu'un vienne mettre du contenu à lui dans mon site. Enfin voilà, c'est un petit peu le côté égoïste du truc, mais ça a toujours été mon petit La chasse truc à gardée moi. en fait. Exact. Et ça, je le revendique toujours. Et par contre, j'étais pas fermé à cette idée de collaboration, et ça m'a toujours intéressé de collaborer avec d'autres personnes qui avaient d'autres points de vue et qui avaient d'autres domaines de compétences. Mais pour moi, ça se faisait pas par le site. Et j'ai longtemps cherché un autre média. J'ai proposé de faire des vidéos, mais quand tu veux faire des vidéos ensemble puis que tu es à distance, c'est compliqué. C'était souvent des blogueurs ou des journalistes français ou belges. Et donc, voilà, la distance fait que. Et après, j'ai commencé à réfléchir aux médias. Puis à ce moment-là, il y a eu l'émergence vraiment du podcast, en tout cas dans le monde francophone, qui est arrivé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un média qui est génial, parce que si tu veux développer un sujet à fond dans un article, ça te prend environ 3 semaines à écrire ton article, à mettre du contenu hyper précis, etc. Alors que en 40 minutes de podcast, tu arrives à faire passer un message qui est au moins aussi complet que ton article que tu vas mettre 3 semaines à écrire. Et je trouve ce média absolument génial. Et en plus, j'écoutais des podcasts pendant que je courais, pendant que je faisais mes trajets en bagnole. Et voilà, c'est du temps que tu peux utiliser aussi pour apprendre des trucs, pour écouter des points de vue de gens qui n'ont pas forcément le même que le tien, et t'ouvrir à de nouveaux horizons. Et je trouvais vraiment le format podcast intéressant. Encore une fois, le contenu que j'entendais, il était principalement anglophone. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire dans le monde francophone, et je suis curieux, j'ai toujours envie d'essayer. J'ai proposé à plusieurs personnes qui m'avaient proposé de collaborer sur les sites internet, mais le podcast, il faut oser se lancer, il faut enregistrer sa propre voix, il faut oser s'écouter, il faut voilà. Et finalement, je me suis heurté à pas mal de personnes qui m'ont dit ouais, c'est intéressant, mais pas tout de suite, voilà, un petit peu réticent. Et je gardais ça en tête, j'ai commencé à construire un plan d'une première saison avec des thématiques et tout ça.
Et puis un petit peu par hasard, un jour, j'ai un auditeur enfin un lecteur du site, qui me pose un message dans les commentaires de nakan.ch, qui me fait: tes articles sont super intéressants. Est-ce que tu as déjà pensé au podcast? Et puis là, je prends tout de suite contact avec lui. Je lui dis: écoute, plus que penser, j'ai déjà un plan complet d'un podcast et de thématiques. Voilà, ça mûrit depuis déjà pratiquement 2 ans, mais je me sens pas de me lancer seul, parce que pour moi, enregistrer un monologue de 40 minutes d'une personne, j'aimais pas l'écouter, donc j'avais pas envie de le faire. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Hermano, qui m'a dit: voilà, moi j'ai fait du podcast dans Nip Sport, j'ai fait du podcast dans d'autres émissions, j'ai mon propre podcast, mais là, j'arrive peut-être à un tournant où j'ai envie d'essayer autre chose. Et vraiment, ça a été très très vite, le temps qu'on se mette d'accord, qu'on se rende compte que finalement, on s'entendait bien là-dessus, qu'on avait à peu près les mêmes visions, que lui avait aussi des trucs, des idées que moi j'avais pas eu et qui étaient super intéressantes pour développer la thématique, pour faire des épisodes un peu plus approfondis. Lui, il avait déjà des contacts avec des gens qui faisaient du podcast, donc on a trouvé facilement des invités. Moi, j'avais aussi des contacts, mais que j'ai dû motiver peut-être un petit peu plus profondément pour réussir à les motiver à venir enregistrer au niveau vocal. Mais finalement, ça s'est fait, et puis maintenant, c'est vraiment quelque chose qui roule, et c'est un média que j'adore. J'adore enregistrer des épisodes de podcast parce que je pense qu'en 40 minutes de podcast, on arrive à faire passer un message beaucoup plus facilement et de manière peut-être plus claire et plus facilement que les auditeurs peuvent plus facilement appréhender que rester pendant 20 minutes derrière un écran à lire de l'information. Et puis on sait comment ça se passe quand on lit derrière un écran trop longtemps. On lit plus tout, on passe un paragraphe, on va à la conclusion, et puis voilà, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Un podcast, on arrive à avoir l'attention d'un auditeur pendant 40 minutes, donc je trouve que c'est super intéressant. Et puis le fait d'être co-animateur avec Hermano, que l'on salue dans son projet Agrippa 2022, ça donne un échange un petit peu plus consistant. C'est vrai que j'en ai enregistré des épisodes en solo. C'est pas toujours simple, faut scripter, alors que quand tu as un invité ou quelqu'un qui est de l'autre côté pour te relancer, c'est un petit peu plus simple, je pense. Oui, et puis surtout que régulièrement on a des invités, donc on est même souvent 3, donc c'est super intéressant, parce qu'on Hermano a certains types de questions auxquelles moi je pense pas, moi j'ai certains types de questions auxquelles pense pas Hermano, et on est super complémentaires quand on interroge, quand on invite quelqu'un et qu'on lui pose des questions, qu'on l'invite à se développer. Hermano a souvent des questions auxquelles moi je les trouve intéressantes quand il les pose, mais j'aurais jamais eu l'idée de la poser, et je trouve que ça c'est super intéressant d'avoir un invité et d'avoir 2 points de vue qui s'affrontent quand on lui pose des questions et quand on l'invite à développer des thématiques. Alors des fois, ça se confronte un petit peu, parce que moi, j'aimerais qu'il parle plutôt de ça et qu'il parte dans cette direction. Hermano, c'est un peu l'inverse. Mais finalement, ça donne toujours des épisodes que moi, je pense être très intéressants. J'espère que les auditeurs, ils aiment ça aussi. Alors, vous en êtes à combien de saisons, tous les deux? Parce que ça dure déjà depuis quelques temps. Écoute, là, en décembre 2021, on vient de clore notre 3e saison et on est en pleine planification. On enregistre les tout premiers épisodes de notre saison 4 qui va démarrer en 2022. Notre saison, nous, elle va de janvier à décembre. Je sais qu'il y a d'autres podcasteurs qui font des saisons qui vont sur la saison sportive, ou parfois qui reprennent en septembre, un petit peu comme la rentrée scolaire, et qui vont jusqu'au mois de juin. Nous, on fait ça sur l'année calendaire. On se donne un mois de pause en décembre, début janvier, pour planifier la suite. Donc, on va commencer notre 4e saison d'ici quelques semaines. Alors, quelles sont les thématiques? C'est pas seulement autour des objets connectés. Vous traitez vraiment de tout ce que tu peux, toi, expérimenter autour des sports d'endurance, du triathlon. Quels sont les différents thèmes que vous abordez? Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément de faire le site web en mode podcast. Donc, c'était pas de parler de montres, de techniques, de machins GPS, parce que les gens, ils s'abreuvent de ça sur le site. Moi, je publie quand je peux et quand j'en ai envie des vidéos par rapport à ça sur la chaîne YouTube, dans des formats qui sont peut-être plus adaptés à une fonctionnalité ou à un truc, sur des formats de 5-10 minutes. Donc, le podcast, pour moi, c'est vraiment l'occasion de traiter un sujet de fond. Un sujet, ça peut être un sujet scientifique, comme la physiologie du sport sur un domaine particulier. On a parlé de
variation de fréquence cardiaque, on a parlé de fibres musculaires, on a parlé de plein d'épisodes de nutrition, les différences entre les types de protéines, qu'est-ce que la meilleure hydratation possible pour un sportif. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est la science de l'entraînement, c'est de la technique, c'est des personnes qui viennent nous faire des comptes rendus ou des retours d'expérience de courses d'ultra-endurance, ou alors on a vraiment des invités de tous les horizons, et c'est ce que j'aime bien, c'est de découvrir des nouveaux horizons dans le sport, des nouvelles thématiques, des trucs qui nous concernent en tant que sportifs, mais peut-être pas directement. Parce que quand on va faire un 10 x 400 mètres sur piste, on s'en fiche de savoir comment fonctionnent nos fibres musculaires. Mais par contre, moi, ça m'intéresse et j'ai envie d'en discuter avec quelqu'un, et je pense que je suis pas le seul à être intéressé par ça. Et donc, du coup, on a des épisodes d'1 heure là-dessus, et je trouve que c'est 1 heure qui est passionnante. Alors aujourd'hui, est-ce que tu prends quand même un peu plus de plaisir à enregistrer les épisodes et tu n'as plus cette appréhension? Tu le disais au démarrage, je savais pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au fur et à mesure de ces saisons? Tu pourras me renvoyer la question parce que j'en suis à peu près à 70-75 épisodes. Mais de ton côté, quelles étaient finalement les appréhensions qui n'existent plus aujourd'hui parce que tu te sens à l'aise avec ce média? J'ai toujours eu la petite appréhension de savoir comment ça allait être reçu par les gens, parce que tu sais que tu vas être écouté et jugé par des centaines, voire des milliers de personnes quand tu vas publier ça. Et puis, est-ce que tu vas être ridicule ou pas? Et puis, finalement, tu te rends compte que parce que t'es passionné par ce que tu dis, parce que tu te renseignes sur ce que tu vas expliquer, tu dis pas trop de conneries, donc tu arrives à donner des conseils qui sont pertinents aux gens, et tout ça, c'est apprécié. Et finalement, au début, t'as cette petite appréhension de savoir, est-ce que je vais me prendre une volée de bois vert après mon premier épisode parce que j'ai un petit accent du terroir, du Gros de Vaud en Suisse? Est-ce que parce que je dis 80 et pas 80, on va me houspiller et me dire que je suis un traître de publier ça dans le monde francophone? Tu te rends compte que non, et que les gens ils t'apprécient pour les sujets que tu développes, la curiosité que tu as. Et puis s'il y a des trucs que je sais pas, moi j'ai l'humilité de dire je sais pas, explique-nous comment ça marche. Et puis voilà. Je suis pas un donneur de leçons, j'aime bien comprendre les choses. Quand il y a quelque chose dont j'ai une certitude ou une conviction, je vais confronter la vision d'autres personnes, et tout ça fait que maintenant je suis assez à l'aise avec tout ça. Et au début, quand tu fais du podcast, je pense que pour toi c'était pareil, tu enregistres ton épisode et ensuite tu fais ton montage. Donc en fait, tu reprends tes pistes, tu les mets ensemble et tu t'écoutes pendant 40 minutes parler. Au début, c'est pas super agréable d'entendre sa propre voix. Tu te dis, on est même surpris, parce qu'on se dit c'est pas nous, c'est pas notre voix, et on n'a pas l'habitude de s'écouter. Donc déjà ça fait une petite sensation étrange. On n'a pas l'habitude. Oui. Exactement. Et moi, ça m'a fait ça au début. Et donc du coup, quand tu t'écoutes, tu dis mais est-ce que je parle vraiment comme ça? Est-ce que j'ai vraiment cette intonation-là? Et finalement, tu diffuses ça, et puis tu te rends compte que les gens, forcément, je pense qu'il y a des gens qui ont une voix qui passe mieux en podcast que d'autres. Apparemment, on m'a jamais dit que j'avais une voix horrible, on m'a jamais dit que j'avais une voix extraordinaire. Donc je pense que j'ai une voix dans la moyenne, que ce que je raconte c'est pas trop stupide, que mes questions sont intéressent en tout cas une partie de nos auditeurs. Je vois qu'avec Hermano, on a des épisodes qui sont écoutés par une moyenne de 1500 à 2000 auditeurs pour chaque épisode. Honnêtement, j'avais de loin pas cette espérance-là au moment où on a lancé le podcast. Donc, on est super content. On voit que ça plaît. Et on prend encore du plaisir, énormément de plaisir à le faire. Donc, on va pas s'arrêter. On va continuer à trouver des invités qui sont plus intéressants les uns que les autres et qui ont des thématiques plus intéressantes les unes que les autres pour les épisodes. Et puis, tant que ça nous plaira et qu'on aura du plaisir à le faire, on le fera. Alors, Nakan, comment tu vois l'évolution dans les années à venir? Une atténuation du blog pour une prédominance du podcast, ou ça va donc toujours rester en parallèle? Les deux se complètent bien selon toi? Écoute, Nakan, il suit un tout petit peu l'actualité de ma vie, dans le sens où quand j'ai du temps à y consacrer, je mets plein de contenu. Quand j'ai moins de temps à consacrer au site, je mets moins de contenu. Je le disais avant, pour moi, c'est pas ma source de revenus, c'est pas, je dépends pas de ça dans ma vie. C'est un plaisir, c'est un hobby, c'est un passe-temps très chronophage, et parfois j'ai du temps à investir ailleurs, et donc j'ai moins de temps pour le site.
Le podcast, on a une échéance régulière qui est de publier un épisode de 40 minutes tous les X jours. Donc, on s'y tient. Avec Hermano, on a un planning qui fait qu'on enregistre à l'avance. Donc, on peut se permettre tout à coup un petit 2 semaines où vraiment on est complètement sur autre chose et on n'enregistre pas. On a un petit peu de mou au niveau de la diffusion des épisodes. Mais en même temps, il faut pas que ça dure 2 mois parce que du coup, il y aura des coupures dans le podcast. Ça s'est peut-être entendu dans la saison 3 de Nakan où il y a des épisodes que j'ai enregistrés tout seul parce que Hermano, il a eu énormément de choses de son côté. Il avait la planification de son projet pour l'année prochaine. Il a déménagé. Il a eu plein de choses qui se sont passées dans sa vie qui fait que il n'était pas tout le temps disponible pour enregistrer des épisodes. Et donc, du coup, voilà, j'ai essayé de continuer à produire du contenu pour les auditeurs, par respect pour les auditeurs, pour qu'ils aient leur épisode qu'on avait promis toutes les 2 semaines. Mais voilà, ça se planifie. Le site, je mets des choses dessus quand j'ai le temps de les mettre. Je me refuse de publier un article pour publier un article. Pour moi, un article, tant qu'il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas complet, tant qu'il ne me convient pas, il n'est pas en ligne. Certains lecteurs viennent vers moi, il sort quand le test de la montre XY, machin, ça fait 3 semaines qu'on attend. J'ai écoute, il n'est pas terminé. Pour moi, il me manque, j'ai pas testé cette fonctionnalité ou elle a pas bien marché la dernière fois que je l'ai testé. Il faut que je la reteste pour voir comment ça marche et là, je te ferai le test complet. Je publie pas parce que lundi j'ai prévu de publier. Si lundi le truc il est pas prêt, il sera pas en ligne lundi. En ce moment avec le coaching, avec pas mal d'activités extra-professionnelles, avec une vie privée qui commence à avoir plein d'autres trucs parce que en fait je partage énormément de choses sur le site, mais en fait je parle très très peu de ma vie à moi. Et je parle de ma vie sportive, je parle de mes courses, je fais des comptes rendus de mes courses, mais je parle pas de ce qui se passe dans ma vie parce que ça me concerne que moi. Et en ce moment il y a un peu plus d'actualité, donc il y a moins d'actualité sur le site. Et c'est tout simple. Ça reste un hobby. Ça dépend du temps que j'ai. Bon, on est tous un petit peu pareil, hein, pris par nos activités à la fois professionnelles. Moi, étant enseignant, c'est mon domaine de prédilection et je ne vis pas non plus du podcast. Ça reste une passion et il faut savoir faire justement la part des choses entre ce que ça nous apporte et il faut pas que ça devienne une contrainte. Malgré ça, toi, moi, ça fait depuis 2020, donc en juillet 2020 que les épisodes sortent. J'ai jamais procrastiné. Jusqu'à présent, j'y prends toujours du plaisir. Mais conseil que tu disais tout à l'heure avec cette planification, d'avoir 1 ou 2 épisodes à l'avance, c'est plutôt sympa parce qu'on n'est pas dans le jus et on peut le monter après tranquillement. Donc, c'est une organisation aussi, cette vie de podcasteur. Alors, oui. Greg, sur 2022, donc tu disais, objectif Ironman en ce qui te concerne. De toutes les courses là que tu as faites, est-ce qu'il y en a d'autres au-delà des Ironman qui te font rêver? On est en Suisse, le trail. Est-ce qu'il y a des choses qui peut-être t'attirent? Toi qui le disais en début d'épisode, cette nouveauté, la recherche de nouveaux défis, ça te tente. Alors, de quoi sera fait ton année 2022 en dehors de cette prépa Ironman? Écoute, 2022, il y aura pas de grosses nouveautés. J'ai effectivement des trucs qui sont dans ma tête que j'ai envie de faire. Pas forcément des trucs sportifs d'endurance. Il y a plein d'autres projets. Au niveau du sport d'endurance ou du sport en général, j'ai goûté à pas mal de trucs que je voulais tester. Bien évidemment que si je pouvais faire plus de trail, avoir plus de temps pour le trail, je le ferais. C'est pas forcément le truc dans lequel j'ai forcément envie de sacrifier entre guillemets des saisons complètes pour aller faire une saison de trail. Et si tu veux performer en trail, il y a pas de miracle, il faut y aller à fond. Donc oui, des petites courses de trail ici et là. Il y a forcément des trucs qui font rêver en trail. Ne serait-ce que chez nous, on a le Swiss Peaks qui est une course extraordinaire. On a des terrains de jeu infinis pour le trail. Il y a plein d'autres disciplines. J'ai goûté un petit peu au cyclocross. C'est un truc qui me plaît énormément, mais encore une fois, il faut sortir le vélo de cyclocross, s'entraîner des heures et des heures. Et pendant que tu t'entraînes pour du cyclocross, tu t'entraînes pas sur route pour du triathlon. Donc il faut faire des choix. J'ai plein d'autres objectifs, mais complètement à côté, j'ai envie une fois de faire mon brevet de parapentiste parce que voilà, c'est un truc que j'ai au fond de la tête depuis longtemps, c'est voir la terre depuis les airs tout en ayant quand même une espèce de considération écologique parce que bon, évidemment, c'est pas 100% neutre parce qu'on va aller avec un transport au décollage, ensuite on va se faire récupérer par une voiture après avoir atterri, mais voilà, c'est pendant que t'es en l'air, t'es en mode
neutre CO2, enfin peut-être que c'est pour me donner bonne conscience, mais en tout cas ce sera peut-être mieux quand même que de faire un brevet de pilote. Et puis voilà, ça m'attire parce que j'ai des images de personnes qui font ça, qui me font rêver. C'est pas forcément de l'ultra trail, c'est pas forcément ultra physique, mais voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis moi j'aime découvrir les choses. Le trail pour moi c'est aussi une activité un petit peu que je pratique en outdoor pour découvrir des nouvelles régions. Pendant le lockdown, on pouvait pas trop voyager, donc j'ai profité de visiter mon propre pays, la Suisse, et j'ai fait du trail dans les montagnes, en Appenzell, dans des régions de Suisse que je connaissais peu, et j'ai trouvé absolument magnifique, et ça m'a donné envie de continuer à aller faire des week-ends prolongés ou des choses dans mon propre pays pour découvrir des nouveaux coins. Peut-être aussi du côté français, il y a des côtés magnifiques qui sont pas très très loin de là où j'habite. La région d'Annecy que je connais peu, il y a des possibilités immenses d'aller faire des trails, des randos, etc. Et du parapente. Et du parapente. Au col de la Forclaz, ça c'est mythique. Bon, moi je le ferai pas. Mon épouse a testé. Je suis assez terrien, donc de m'envoler avec une voile. Apparemment, ça ne fait pas peur, hein, de ce qu'elle m'a dit. Donc, elle a pas eu le vertige. Moi, je suis plutôt quelqu'un de terrestre. Mais oui, effectivement, il y a de quoi venir. Nous sommes prêts à t'accueillir dans notre pays qui est la France. Bah écoute, c'est un pays que je connais déjà plus ou moins bien parce qu'on est quand même très voisins et je suis quand même assez régulièrement en France. Mais oui, autant en Suisse qu'en France, il y a des coins magnifiques et que j'ai envie de découvrir un peu plus. Je me suis rendu compte, prise de conscience pendant cette période-là, qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans les parcs nationaux américains ou d'aller au fin fond de l'Asie pour voir des endroits magnifiques. Et donc voilà, peut-être passer un petit peu plus de week-end à faire du trail, de la rando, pas forcément en compétition, mais d'aller me remplir les yeux et le cœur de paysages magnifiques juste autour de chez moi. Donc des événements off sans avoir un dossard officiel, ça c'est des choses qui te tentent. Courir pour moi, prendre du temps pour moi, et puis avec les personnes que j'apprécie ici, aller faire un petit week-end rando, camping, ouais, c'est aussi le genre de truc qui me plaît bien et que je vais essayer de mettre plus souvent à l'agenda en 2022. Alors Greg, on arrive à la fin de l'épisode. Globalement, sur quel réseau on peut te retrouver, te contacter en dehors du podcast, avec cette nouvelle saison qui va pas tarder à sortir? Quels sont les réseaux sur lesquels on peut te toucher? Bah écoute, j'essaye d'être présent sur tous les réseaux. C'est encore difficile de trouver du temps pour être présent sur tous les réseaux. J'essaye d'alimenter en tout cas le compte Instagram avec une image par jour. Donc n'hésitez pas à venir suivre le compte Instagram @trinacan. Et puis sinon vous retrouvez tous les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis actif sur la plateforme qui est le QG, c'est nacan.ch, sur lequel vous trouvez les liens vers le podcast, vers les autres réseaux sociaux, vers la chaîne YouTube et puis toutes les autres activités que je peux essayer de mener tant bien que mal sur les internets. Et voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir posé la question et je me réjouis de m'écouter dans ton podcast pour une intervention pour une fois qui est pas dans mon propre podcast. C'était très agréable en tout cas d'être guidé par tes questions et de pas avoir le lead sur un épisode. Eh bien oui, c'est un peu l'épisode inversé où tu es l'invité. Donc un grand merci d'avoir déjà accepté l'invitation. Je fais un petit coucou à ma communauté suisse d'auditeurs, Stéphane, Nadia et Laure, qui avait été une de mes invités, donc qui vit également en Suisse. Et puis un petit clin d'œil à Armano, ton compère sur le podcast. Mais je te souhaite une belle saison 2022, Greg, avec cet objectif de l'Ironman. Il sera à quel endroit ? Alors pour l'instant, il est planifié, ce sera l'Ironman de Finlande parce que j'avais envie d'essayer une fois un Ironman qui correspond un tout petit peu plus à mes qualités de rouleur et pas forcément de grimpeur, et donc d'avoir un parcours qui est peut-être un tout petit peu plus taillé pour mon physique qui est pas forcément idéal pour la montagne. Et voilà, essayer un tout petit peu les pays nordiques que j'adore aussi, on parlait de paysages, les pays nordiques c'est des pays que j'affectionne. Donc voilà, la Finlande pour 2 semaines de vacances et un jour de compétition Ironman où je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Bon, eh bien écoute, bonne saison à toi Greg.
Bah écoute, merci beaucoup. Encore une fois, c'était vraiment un plaisir d'être l'invité de ton podcast. C'était vraiment très très plaisant à enregistrer. Et donc, je salue tous les auditeurs de ton podcast. Profitez de Sébastien, il est formidable et restez-lui fidèle. En tout cas, moi, je vais vraiment mettre tes podcasts dans ma liste de podcasts incontournables que je vais utiliser pendant mes entraînements de course à pied. Pas de vélo, hein, c'est trop dangereux, mais de course à pied et pourquoi pas dans la voiture aussi quand je rentre du travail et que j'ai envie d'avoir la bonne parole dans les oreilles. Bon, un grand merci. Et puis pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.